Bonjour à tous, je vous propose cette 9e rencontre dans le cadre de ce bloc de cours intitulé Analyse mathématique pour les équations aux dérivées partielles, où nous avons très largement entamé tout ce qui concerne les espaces vectoriels normés complets, autrement dit les espaces de Banach. Je vous avais promis que nous allions commencer à aborder les espaces de Hilbert, ce sera le cas, mais ce n'était pas sans compter d'un dernier résultat fondamental concernant les espaces de Banach dans le cadre des applications linéaires continue. C'est la raison pour laquelle je vous propose la proposition suivante. Proposition qui va parler d'elle-même, j'ai envie de dire. Eh bien, l'espace L indice C de E dans F est un Banach si grand F est lui-même un Banach, et lui-même un espace de Banach, donc Banach. Pour démontrer cette proposition, donc l'espace vectoriel des applications linéaires continues de E dans F est un espace de Banach si F est lui-même un espace de Banach, sachant que grand E est simplement un espace vectoriel normé. Remarque tout de suite, on impose à grand E, on impose à grand E d'être un espace vectoriel normé, c'est-à-dire avec cette notation-là qui se suffit à elle-même. Alors, la preuve, elle est la suivante et elle va illustrer, c'est la raison pour laquelle je tenais à vous présenter ce résultat, elle va illustrer la notion de norme d'application linéaire continue que nous avions vue lors de notre dernière 8e rencontre. Alors, on veut montrer que cet espace est un espace de Banach. Donc, il nous faut considérer des suites de Cauchy pour la norme, justement, des applications linéaires continues que nous avons introduites la dernière fois et voir que des suites de Cauchy pour cette norme convergent vers une application linéaire au sens de la même norme, justement. Donc, je considère soit Fn, n appartenant à grand N, une suite de Cauchy de cet espace d'application linéaire continue de E dans grand F. Ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, il existe un n de epsilon, un indice de epsilon, on va dire, positif, tel que pour n supérieur à m, supérieur ou égal à ce n de epsilon, eh bien on est quoi? On est que la norme de Fn moins F, m, la norme triple barre, donc, est inférieure ou égale à epsilon. D'accord? Alors, je vous rappelle que ça veut dire que le sup de Fn moins Fm de x sur norme de x, la norme du numérateur est dans grand F, la norme du dénominateur de petit x est dans grand E, est donc inférieure ou égale à epsilon, c'est la définition. Mais si le sup est inférieur, si le sup de ce quotient est inférieur pour tous les x non nuls, alors quel que soit x appartenant à grand E, je vais dire x non nul oralement, mais je vais l'enlever tout de suite, eh bien on a que norme de Fn de x moins Fm de x, indice grand F, donc sur norme de x grand E, inférieur ou égal à epsilon, donc inférieur à epsilon norme de x grand E. Ça, c'était par rapport à x différent de 0, puisque cette triple norme est définie comme le quotient, le sup de cette quantité divisé par nombre de x. Oui, alors donc je l'écris pour x différent de 0. Maintenant, pour x égale 0, ça marche encore. Donc c'est pour ça que j'écris quel que soit x dans E, pas x non nul, puisque Fn de 0 étant une application linéaire, c'est 0. Il en est de même pour Fm, et donc vous voyez que 0 est inférieur ou égal à 0. Grande trouvaille. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me fixe un x, j'ai cette quantité-là pour n et m suffisamment grand. Pour chaque x, j'ai cette histoire-là. Cela veut dire que la suite Fn de x à x fixé,
pour tout x, mais à x fixé, n appartenant à grand N, est de Cauchy, eh bien, dans grand F. Vous allez me dire, non, non, on n'a pas Fn moins Fn de x inférieur à epsilon, on a inférieur à epsilon norme de x indice grand E. Mais écoutez, à x fixé, puisque c'est vrai pour tout epsilon, ce epsilon norme de x, vous l'appelez epsilon prime pour tout epsilon prime, et l'affaire est entendue. Donc c'est trivial qu'à partir de cette inégalité-là, la suite Fn de x, qui est une suite qui vit dans grand F, puisque l'application Fn est une suite de Cauchy de l'espace des applications linéaires de grand E dans grand F. Donc, juste pour bien noter la cohérence, c'est important par rapport à toute cette démonstration. Eh bien, cette suite dans grand F est une suite de Cauchy et on a dit que grand F est un espace de Banach. Donc, ça veut dire que pour chaque x, quel que soit x appartenant à grand E fixé, il existe une quantité qu'on va noter f de x appartenant à grand F, telle que limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x égale f de x. Pour chaque x, vous avez cette construction, ça ressemble de manière assez véritablement flagrante à ce qu'on appelle la convergence simple dans un tout autre contexte, puisque ici on n'a pas des nombres, on a un espace vectoriel grand E normé, on a un espace vectoriel normé complet grand F, très bien, un Banach, mais cela ressemble pour chaque valeur de x dans l'espace de départ, vous avez une espèce de convergence simple et vous construisez la limite en conséquence. Donc ici on a un candidat, on a donc construit, mis en évidence, une application de grand E dans grand F. Et il nous faut maintenant montrer que cette application se trouve dans l'espace vectoriel des applications linéaires continues de grand E dans grand F. Donc, premier point, petit f est linéaire. Petit f est linéaire. Eh bien écoutez, ça c'est assez trivial parce que petit f c'est la limite de Fn. Or, quel que soit x, y appartenant à grand E, les informations disponibles qu'on va tirer sur petit f proviennent de la suite Fn, qui elle-même est une application linéaire de grand E dans grand F. Donc, quel que soit x dans grand E, quel que soit lambda et mu, si vous voulez, dans grand R, je ne l'ai pas précisé, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, notre cadre de travail, ce ne sont que des espaces vectoriels réels, sauf mention du contraire. Donc, on a quoi? Eh bien, on a que quel que soit n appartenant à grand N, pour la suite Fn, eh bien, on a évidemment que Fn de lambda x plus mu y, c'est égal à lambda Fn de x plus mu Fn de y. Ça, c'est, je le réécris, car Fn est linéaire. Oui, mais quand n tend vers l'infini, n'importe quel x considéré dans grand E, donc quelque chose qui est de la forme lambda x plus mu y, c'est un autre x dans grand E, un autre grand x. Cet x-là n'a rien à voir avec celui-là. Ici, il faut lire, quel que soit l'élément de grand E, eh bien, Fn de cet élément tend vers le f de x. Donc, si je fais par passage à la limite, dans cette équation, par passage à la limite, et en fait, juste que les choses soient encore plus claires, moi j'aime bien insister là-dessus, ça c'est une égalité qui vit dans grand F. C'est une égalité qui vit dans grand F, les images des Fn de tous les objets considérés dans grand E, lambda x plus mu y ici, x ici et y là. Par passage à la limite, eh bien ça tend vers f de lambda x plus mu y, parce que j'utilise cette information fondamentale, conséquente du fait que la suite Fn de x est une suite de Cauchy dans grand F, et donc dans l'égalité, je passe à la limite et j'obtiens
pour chacune des quantités dépendant de n, eh bien, l'objet limite, en quelque sorte, l'objet limite, il y a trois objets, f de lambda x plus mu y, f de x et mu f de y. Et f de y, en fait, ça veut bien dire que f est linéaire. Ça, c'est pas méchant, c'est juste un passage à la limite qui tire en quelque sorte les propriétés de Fn au travers de l'égalité de la linéarité de ces suites d'éléments de Fn de l'espace des applications linéaires de grand E dans grand F qui donc se contaminent, j'ai presque envie de dire, à la limite. Très bien. Alors deuxième point, F est continu de grand E dans grand F. Et ça, maintenant, comme f est linéaire, ça veut dire qu'il suffit de montrer f est continu en 0, par exemple. Donc f est continu en 0, donc il nous faut quelque part écrire, quel que soit epsilon positif, il existe un état positif, tel que quand norme de x sera pas trop grande, voisinage de 0, c'est norme de x moins 0, donc c'est norme de x, alors f de x moins f de 0, mais comme c'est linéaire, c'est 0, donc norme de f de x, cette fois-ci dans grand F, est plus petit qu'epsilon. Donc il nous faut, on veut, tiens, je vais l'écrire, même si on veut, deux points, établir que quel que soit epsilon positif, il existe un état positif, tel que, donc, norme de x dans grand E inférieur ou égal à ce état, implique, eh bien, norme de f de x inférieure dans norme de grand F à cet epsilon. Et donc, j'insiste sur le fait que ça, c'est la continuité en 0. On sait que c'est une propriété qui est équivalente à la continuité sur tout l'espace de départ, c'est-à-dire grand E, de cette application linéaire petit f, parce que linéaire. Je vais le réécrire ici. C'est même, pas ça implique, ça veut dire c'est équivalent, car f linéaire, d'accord? Ça, c'est les cours précédents et on l'a démontré, cette propriété. Et donc là, j'écris la propriété en 0, c'est norme de x moins 0. Si c'était en x0, ça serait moins x0. Et là, ça serait f de x moins f de 0 qui conviendrait d'écrire. Mais de nouveau, comme c'est linéaire, f de 0, c'est 0. Donc c'est ça que l'on souhaite établir. Allons jusqu'au bout dans la précision, c'est ça que l'on souhaite établir. Alors, faisons un peu de place. Faisons un peu de place pour, justement, se convaincre de cette propriété dès lors, finalement, dès lors que Fn elle-même est une suite d'applications linéaires dont on a vu qu'elles sont, c'est une suite d'applications linéaires qui convergent vers ce F. Donc il va nous falloir, pourquoi je l'ai réécrit, cette proposition quantifiée, quoi, j'ai presque envie de dire, c'est pour vous dire, comme d'habitude, qu'il vous faut focaliser votre attention sur ni plus ni moins, comme d'habitude, belote, rebelote, 10 de der, comme l'un d'entre vous me l'a signalé, ça lui a fait bien plaisir d'entendre ce genre d'expression bien française. Et belote, rebelote, 10 de der, je ne suis que pour la énième fois en train de vous dire, quand vous avez cette proposition, c'est ici qu'il faut travailler. Ah ben allons-y, travaillons. Travaillons, ça veut dire qu'il faut regarder comment contrôler l'image de x par petit f en norme de grand F. Écoutez, on n'a pas 36 000 informations, on a celle-là. Ça, c'est une information, et on sait qu'elle résulte du fait qu'on a considéré depuis le départ une suite Fn de Cauchy. Donc là, manifestement, je vais, pour rendre ça petit, aussi petit que je le souhaite, quel que soit epsilon, je vais dire que c'est f de x moins fn de x plus fn de x, pour faire apparaître les informations disponibles sur le processus de construction de f, c'est-à-dire fn, d'accord, qui est la cause de cette limite. On est parti de là. Alors, allons jusqu'au bout de ce forçage d'écriture pour utiliser quelque chose qui est à notre disposition, une égalité triangulaire. F ou Fn, on le met plutôt dans ce sens-là, en général. Enfin, vous avez bien compris que c'est complètement symétrique. Indice grand F plus Fn de x.
Alors là, on sait que quel que soit epsilon positif, pas celui-là, mais un autre, on s'en fiche complètement, c'est-à-dire, on peut rendre, quand n est suffisamment grand, on peut le rendre, ça, inférieur. Alors, on veut rendre tout ça inférieur à epsilon. Alors, coupons les epsilon dans le sens de la longueur. Ça, on voudrait le rendre inférieur à epsilon sur 2. Mais ça, c'est vrai. Vrai. Si n est supérieur à un certain grand N, on sait que quel que soit epsilon positif fixé, eh bien, cette quantité-là peut être rendue arbitrairement petite. Eh ben, calibrons-la à epsilon sur 2, parce que vous voyez, j'ai deux termes, donc je veux que 2 fois epsilon sur 2, ça fasse epsilon à l'arrivée. Et ça, on sait que c'est vrai. C'est parfait. Alors, ici, là par contre, cette quantité-là, on voudrait que ça soit inférieur à epsilon sur 2, et c'est là qu'il y a un petit travail à faire. Hein, un petit travail à faire. Parce que là, pour l'instant, je l'ai mis en point d'interrogation jaune, oui, ben, pour changer les couleurs. Alors, vous voyez que ça, c'est vrai, quel que soit x. Or, manifestement, la continuité, c'est pas quel que soit x, c'est x au voisinage de 0. Donc, si c'est x au voisinage de 0, ça veut dire que x va être lui-même assez petit. Or, pour l'instant, ça n'intervient pas. Donc, cette quantité-là, manifestement, d'emblée, on peut prévoir. C'est ce qui va donner la suite des idées. Il va falloir que cette quantité-là pourra être rendue inférieure à n'importe quelle quantité de la forme epsilon sur 2, si x n'est pas trop gros en termes de grosseur, de taille par rapport à la norme grand E. Qu'est-ce qu'on connaît sur Fn, pardon, et donc qui impacte la norme de Fn de x indice grand N. Or Fn, rappelez-vous, c'est le point de départ, appartient à L dans grand F, petit c. C'est une application linéaire continue. C'est là que ce que nous avons vu la semaine dernière intervient pour la première fois dans ce théorème, et ça ne sera pas la dernière. Ça veut dire, et ça je l'ai démontré la semaine dernière, c'est même conséquent de la définition de la triple norme, eh bien on a que norme de Fn de x indice grand F, justement ce qui nous intéresse, inférieur ou égal, à vouloir écrire triple norme maintenant, j'en suis à écrire triplement inférieur ou égal. Oui, c'est une blague qui vaut ce qu'elle vaut, et bon, vous avez compris, quoi, c'est une erreur de frappe. Donc voilà, on remet un peu de séchante. Inférieur ou égal à triple norme de Fn, parce que Fn est continu, donc on peut définir cette triple norme, c'était le cours de la semaine dernière, encore une fois. Norme de x indice grand E. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette quantité, on veut la rendre inférieure aussi petite que l'on souhaite. Encore une fois, je peux faire le déroulé, j'essaye, autant que faire se peut, de me mettre à votre place. Et de... Comment on fait pour avoir... D'où ça sort? Comment réfléchir pour extraire cette idée, aussi simple soit-elle? Alors évidemment, de dire, et je vous l'ai déjà mentionné, en tout cas à mes étudiants de la Sorbonne depuis de nombreuses années, de dire « je comprends ce qu'il fait », cela ne sert à rien. Presque à rien. C'est-à-dire à rien. Parce que ce qu'on vous demande, c'est de ne pas comprendre. On ne vous demande pas de comprendre, on vous demandera toujours de trouver. Donc ce qui m'intéresse, autant que faire se peut avec vous, c'est de comprendre comment trouver. Parce qu'encore une fois, j'écris la suite des inégalités et tout va aller bien dans le meilleur des mondes. On n'en a rien à faire et vous, les premiers, n'en avez rien à faire. Il faut bien vous convaincre de cela. Et lorsque vous allez à d'autres cours, posez-vous les questions qui se résument en une seule question. Comment a-t-on l'idée de faire ce qu'il vous propose? Ce qu'on vous propose dans telle ou telle discipline, dans telle ou telle démonstration. Et donc ici, c'est pour ça que peut-être ces cours sont un peu, comment dirais-je, épais de détails et de composés assez composites de commentaires de ma part. C'est simplement une réflexion à voix haute de ce que vous devriez faire à voix basse. Je veux contrôler cela. Qu'est-ce que je sais sur Fn de x? Mais Fn, c'est une application linéaire continue de grand E dans grand F. Donc, j'ai cette propriété-là. Regardez, on a fini. Parce qu'on a dit déjà que ça, on cherchait à l'établir. Manifestement, ça va dépendre de x, qui ne pourra pas être trop gros. Oui, mais regardez, contrôler cette quantité-là, avant de la contrôler par epsilon sur 2, ce qui va être le cas après, c'est déjà contrôlé par quelque chose qui dépend de la taille de x. Donc on y est, on y est. Pour être encore plus clair, on obtient f de x
indice grand F, en norme grand F, est inférieur à une quantité qui, elle, peut être rendue arbitrairement petite. Ça, c'est la convergence, j'ai envie de dire, simple, entre guillemets, c'est ce qui est ici. Et ça, c'est traitable dès que n est suffisamment grand. Et puis, surtout maintenant, cette quantité-là, eh bien, est inférieure à triple norme de Fn fois norme de x, indice grand E. Donc ça, c'est la première chose. Alors là, on voit bien apparaître la condition qui va ressortir sur norme de x. Le problème, c'est qu'on a quand même la triple norme de Fn, quelque chose qui dépend de n, et on va avoir besoin de faire tendre n vers l'infini, et on ne sait pas encore vers quoi tend la norme de Fn, la triple norme, n'est-ce pas? C'est la dernière étape de notre démonstration, c'est de montrer que f est une application linéaire, continue, c'est en cours de démonstration. Il faudra montrer maintenant que Fn tend vers f, ce candidat-là, au sens de la triple norme. Donc là, ici, la triple norme de Fn, on ne sait pas. Or, deuxième or, Fn est une suite de Cauchy. Est une suite de Cauchy, c'est depuis le départ, évidemment. C'est une suite de Cauchy. Ça veut dire que la norme pour la suite pour laquelle la suite Fn est une suite de Cauchy, eh bien, pour la norme en question, la suite de Cauchy, propriété sur les suites de Cauchy que nous avons vues très au début de nos rencontres dans ce bloc de cours, eh bien, toute suite de Cauchy est bornée. Il existe un grand M positif tel que, quel que soit n appartenant à grand N, triple norme de Fn soit inférieur ou égal à ce grand M. Autrement dit, nous arrivons à la situation suivante, et vous voyez maintenant qu'il n'y a plus qu'à composer tous ces résultats pour terminer la démonstration concernant la continuité de cette limite petit f. C'est bien une application linéaire et elle est continue. Il suffit maintenant de recoller les morceaux pour voir que la propriété que je suis en train d'effacer de quantificateur décrivant la continuité de f en 0 eh bien, est établie très simplement. Regardez, donc je vais reprendre cette inégalité et utiliser le fait que la triple norme de Fn est bornée. Donc on a que norme de Fn de x, de f de x, pardon, norme de f de x, ici, indice grand F est inférieur ou égal à norme de Fn de x moins f de x dans grand F, ça c'était clair, plus grand M, norme de x indice grand E. Alors là c'est bon ça. On sait que, quel que soit epsilon positif, il existe un grand N positif, tel que, je l'ai dit déjà tout à l'heure, pour petit n supérieur à ce grand N, eh bien norme de Fn de x moins f de x, indice grand F, et ça on sait le rendre inférieur à n'importe quel epsilon, donc à epsilon sur 2 en particulier. Et donc maintenant je peux dire, donc ça c'est presque le OR, le dernier OR, il y avait 3 OR à mettre en œuvre ici, celui-ci, celui-là et enfin celui-là. Et maintenant je peux dire que quel que soit epsilon positif, rien à voir avec cette écriture-là, eh bien il existe un état positif. Alors, état, puisque je veux que m norme de x soit inférieur à epsilon sur 2, puisque ça, on vient de voir que c'était inférieur à epsilon sur 2, donc on aura le tout inférieur à epsilon. Donc, il faut que ça soit inférieur à epsilon sur 2, donc il faut que norme de x soit inférieure à état, c'est-à-dire epsilon sur 2m. Alors, tel que quoi? Tel que norme de x, indice grand E, inférieur à ce état. Vous voyez que si vous mettez epsilon sur 2m pour norme de x fois m, ça fait bien epsilon sur 2. Et bien donc, cette quantité-là est inférieure à epsilon sur 2. Celle-là, elle est dès que n est suffisamment grand. Et donc, ça implique donc que norme de f de x, indice grand F, inférieur ou égal à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, epsilon. Ce qui veut dire que f est continu en x égale 0, c'est-à-dire, ou équivalent à f est
continue sur grand E tout entier. Et ça, je répète, c'est parce que f est linéaire. Dernier point, on était dans le troisième point, on a montré donc dans le deuxième, pardon, on a montré que f était linéaire, on a montré que f est continu. Troisième point, fn tend vers f au sens de la triple norme. Au sens de la triple norme. Rappelez-vous, nous avons introduit petit f comme, entre guillemets, mais enfin on pourrait enlever les guillemets franchement, comme la limite simple de la suite fn. Alors, est-ce qu'on a encore au tableau ce qui convient? Oui, c'est un peu là. C'est-à-dire, hein, ça veut dire ce que l'on souhaite, hein, c'est un point d'interrogation, c'est montrer que limite, quand n tend vers plus l'infini, de la triple norme de fn moins f égale 0. Je vais construire pour que vous voyez encore une fois de quoi les choses procèdent. C'est l'essentiel. Ça veut dire qu'il faut avoir la limite en plus l'infini du sup, c'est la définition, hein, je n'invente rien, de fn de x, vous voyez, je regardais là-bas, mais on l'a là-bas, moins f de x, indice grand F, sur norme de x grand E, pour x appartenant à grand E, oui, x différent de 0, oui, et c'est ça qu'on veut, hein, égal à 0, point d'interrogation. Ça, c'est un point d'interrogation. C'est ça que l'on souhaite démontrer. Et donc, c'est ça que l'on a comme point d'interrogation. Et donc, traduisons cela en termes de quantificateur. Hein, pour construire, on voudrait montrer que quel que soit epsilon positif, il existe un grand N positif, toujours dépendant de epsilon, si vous voulez, tel que pour petit n supérieur à grand N, on est, de epsilon, eh bien, on est quoi? Ce sup qui soit inférieur à epsilon. D'accord, mais si le sup de cette quantité est rendu aussi petite que l'on veut, ça veut dire que quel que soit x appartenant à grand E, x différent de 0, eh bien on est, je vais l'écrire en haut à gauche, on est évidemment le rapport sans le sup, c'est-à-dire fn de x moins f de x en norme indice grand F sur la norme de x grand E, inférieur à epsilon. Hein. Je continue mes points d'interrogation. Hein. Je veux dire, on veut. Hein. On veut. C'est-à-dire, on voudrait ça. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à x non nul, hein, c'est-à-dire, vous voyez, et voilà la construction maintenant qui nous donne les idées, par simple traduction de l'objectif. C'est ça qui m'importait de vous montrer. L'écriture des objectifs, leur transformation. Alors ça, on a déjà quelque chose qui ressemble bigrement. Or, ah mais oui, or Fn, on l'a déjà écrit tout à l'heure, est une suite de Cauchy. Est une suite de Cauchy. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un n de epsilon positif, tel que, je ne vais pas, suite de Cauchy pour la triple norme, mais ça veut dire que quel que soit x appartenant à grand E, et même x nul, mais bon, si vous voulez, vous l'écrivez comme ça, eh bien, on a triple norme, pardon, norme de fn de x moins fm de x, inférieure, norme de fn de x moins fm de x en norme grand F, inférieure à quoi? Donc sur norme de x à epsilon, norme de x indice grand E. Et ça, dès que, hein, je ne l'ai pas écrit au milieu, mais dès que n est supérieur à m, supérieur à ce n de epsilon. Donc pour tout n et pour tout m, si je vais suffisamment loin dans la suite,
Hein, la triple norme de Fn moins Fm elle peut être rendue arbitrairement petite. Cette triple norme se traduit par le sup du rapport, l'éternel rapport entre Fn moins Fm de x sur norme de x. Et si ce sup est rendu arbitrairement petit, le rapport lui-même est arbitrairement petit. C'est ce que je viens d'écrire ici en redressant le quotient en ayant multiplié par norme de x. Mais vous voyez pourquoi je fais ça? C'est parce que cette écriture ressemble bigrement à celle-là. Mais oui, mais c'est terminé. Puisque ça, c'est acquis. Ça, c'est acquis. Ça, c'est une donnée. Puisque c'est bien or. Eh bien, dans cette inégalité pour tout n et pour tout m, eh bien, je vais dire si m tend vers plus l'infini, dans cette inégalité, fm de x tend vers f de x, ça on le sait, fm de x tend vers f de x, puisque la suite fn de x est une suite de Cauchy, hein, rappelez-vous, c'était le début de notre démonstration, ça veut dire que dans l'inégalité du dessus, je vais pouvoir écrire que quel que soit epsilon positif, il existe un n de epsilon positif, tel que pour n supérieur ou égal à grand N de epsilon, là j'avais dit dès que les deux, mais maintenant qu'il y en a un qui a disparu, eh bien ici j'ai quoi? J'ai norme de Fn de x moins f de x, indice grand F, puisqu'on a fait tendre m vers plus l'infini, donc Fm tend vers f de x. Et donc, cette quantité-là, comme cas particulier de cette information connue, la suite Fn est une suite de Cauchy, est inférieure ou égale à epsilon, norme de x, indice grand E. On va effacer proprement. Hein. Et donc vous voyez que j'ai utilisé ce qui m'était nécessaire dans les informations disponibles, parce que c'est ça qu'on voulait démontrer, rappelez-vous. Hein? Quel que soit x, appartenant à grand E, x non nul, hein, puisqu'on va diviser après par x, par nombre de x. Eh bien, cette quantité-là, cette inégalité-là, je l'ai ici, je l'ai totalement ici, à partir de la propriété de la suite de Cauchy. Donc, si vous voulez, maintenant qu'on l'a et qu'on fait plus du reverse engineering, eh bien, on va donc dire que en partie, ça veut dire, comme c'est vrai, quel que soit x, hein, cette quantité-là est vraie, quel que soit x, je ne l'ai pas écrit, quel que soit x appartenant à grand E, on a ça. Oui, voilà, je l'avais écrit ici, je me disais bien. Donc là, je garde ce quel que soit x, et donc je divise et je prends le sup, ça me donne bien que la triple norme de Fn moins f est inférieure à epsilon pour tout epsilon positif dès que n est supérieur à ce grand N. Donc, ça veut bien dire que Fn tend vers f dans l'espace des applications linéaires continues de grand E dans grand F au sens de cette triple norme. Et on a donc bien établi que l'espace vectoriel des applications linéaires de grand E dans grand F est bien un espace de Banach, dès lors que l'espace d'arrivée grand F est lui-même un espace de Banach. Chose promise, chose due. Deuxième partie, espace de Hilbert. Première partie, c'était donc ces espaces de Banach. Eh bien, on va rajouter une propriété supplémentaire à ces espaces, comme vous allez le voir. De 1, eh bien, c'est la définition d'un produit scalaire. Définition d'un produit scalaire. Alors, on va considérer soit phi, une application qui va de E croix E à valeur dans R. Une application donc qui au couple XY va associer le nombre phi de XY où E, grand E, c'est un espace vectoriel réel, hein, je le rajoute, je l'ai déjà dit plusieurs fois lorsqu'il n'y a pas de doute, c'est le cadre de travail. Alors, à partir de
cette application-là. On dira que phi est un produit scalaire et on dira carrément sur grand E si, donc c'est de l'axiomatique, elle est motivée, vous allez le voir tout de suite au travers des exemples, mais si, premièrement, phi est bilinéaire. Attention, il n'y a pas de notion de continuité. Phi est bilinéaire, on a vu la définition d'une application bilinéaire. C'est le cadre, on a un couple d'espaces de départ. C'est l'espace grand E et lui-même. Il n'y a pas E croix F ici. Bon, ben c'est un cas particulier. Et ça a valeur dans un troisième espace. Ici, c'est l'ensemble des nombres réels. Phi est linéaire. Phi est symétrique. Donc phi est bilinéaire, ça, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que, quel que soit xy appartenant à E croix E, eh bien, phi de xy, c'est égal à phi de yx. Et attention, le point important dans cette définition, même si j'enfonce des portes ouvertes, poursuivant cette manière d'être, enfonçons, il s'agit d'une propriété pour tous les xy dans grand E, et sinon, ça ne marcherait pas. Troisième propriété, eh bien, troisième propriété, phi est ce que l'on appelle définie positive. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, positive, je vais l'écrire là en deux temps. Positive, vous avez deviné plus ou moins. Positive, ça veut dire que quel que soit x toujours dans grand E, eh bien phi de xx est positif ou nul. Lorsque les deux arguments sont égaux, forcément la valeur réelle obtenue, phi de xx est positif ou nul, est définie. Définie, ça veut dire que phi de xx, si phi de xx égale 0, alors nécessairement x égale 0. Voilà la définition d'une application bilinéaire symétrique définie positive. C'est un produit scalaire. Notation, alors là, il y a pléthore de notations, elles veulent dire toute la même chose, c'est historique, c'est contextuel. Hein. On note phi de xy, alors c'est noté parfois, le plus souvent x, y, et ça se lit x scalaire y, comme vous le savez. Ça s'écrit aussi des fois avec double parenthèse. Ça s'écrit aussi entre crochets, selon le contexte. Et on pourrait aller à loisir dans d'autres notations. Ça, c'est la notation, ce sont les principales notations. Deuxième point, on remarque deux exemples. Et le premier, c'est celui que vous connaissez parfaitement. Si phi va de Rn de Rn croix Rn à valeur dans grand R, et à xy, donc x, c'est un vecteur à un nuplet de Rn, y à un autre n nuplet de Rn, eh bien on va définir, donc là je prends un cas particulier, je vais dire que phi de xy, puisqu'on est de Rn pour les deux vecteurs, eh bien ça va être la somme pour i allant de 1 à n de xi, yi, ce que l'on appelle le produit scalaire euclidien. Très bien. Donc ça, c'est de la terminologie. Vous connaissez cette terminologie. Et c'est à partir de ce produit scalaire le plus élémentaire et le plus naturel dans Rn que l'on a bâti ce corpus
d'axiomes qui généralisent à d'autres cas de figure qui ne sont plus des nombres, des matrices, des vecteurs. Deuxième exemple, et pour cause, eh bien on va prendre grand E, c'est l'ensemble des fonctions continues sur 0, 1 par exemple. Et je vais définir et phi défini par, eh bien, phi de, alors on va l'écrire comme ça, de C0 de 0, 1, croix C0 de 0, 1. Vous aviez compris? C'est l'espace dupliqué, en quelque sorte, à valeur dans R. Oui, donc là, je n'ai rien démontré, c'est le cadre que vous connaissiez. Et alors là, les vecteurs x, y sont remplacés par des vecteurs qui sont ni plus ni moins des fonctions. Ah oui, des éléments de l'espace vectoriel des fonctions continues sur 0, 1. Eh bien, on va associer, on va construire un nombre qui va être l'image de ces deux fonctions. Par définition, je construis, et donc je vais dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x, g de x, dx. Alors, cette application-là est comment dirais-je, trivialement un produit scalaire. Premièrement, vous voyez tout de suite que, évidemment, phi de fg, c'est évidemment phi de gf, par la structure symétrique. Vous avez, alors je ne l'ai pas écrit dans cet ordre-là volontairement, mais maintenant que j'ai la symétrie, phi de lambda f1, lambda 1 f1 plus lambda 2 f2 g, c'est évidemment égal à lambda 1 phi de f1 g plus lambda 2 phi de f2 g. C'est trivial parce que phi de lambda f1 plus lambda 2 f2 g, eh bien à la place de f de x, va écrire lambda 1 plus f1 plus lambda 2 f2 au point x, fois g de x. Vous allez défaire ce package en dissociant f1 de f2 en écrivant lambda 1 fois f1 de x plus lambda 2 fois f2 de x, et puis grâce à la linéarité de l'intégrale, eh bien vous allez faire apparaître phi de f1g, c'est-à-dire l'intégrale de lambda f1 de x fois g de x multiplié par le lambda 1, et la même chose pour la deuxième quantité, c'est trivial. Troisième propriété, alors c'est vraiment le cas maintenant, eh bien évidemment phi de ff, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Le caractère défini, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f au carré de x dx. Ça, c'est évidemment positif ou nul. Donc, on est très bien pour l'aspect. C'est une forme bilinéaire symétrique positive. Je ne l'ai pas dit, mais si j'ai ça au niveau de la linéarité par rapport au premier argument, évidemment, vous avez la linéarité par rapport au deuxième argument, puisque la forme est symétrique. D'où l'intérêt de faire cette remarque au préalable. Excusez-moi, j'avais oublié, c'est une omission involontaire. Donc je répète, à partir de la linéarité évidente par rapport au premier argument, vous obtenez la linéarité par rapport au deuxième argument, parce que phi est symétrique. Très bien. Alors, phi est donc bilinéaire symétrique, positive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est définie, c'est assez trivial. Et on a, de plus, eh bien, de plus quoi? Eh bien, phi de ff égale 0, ça c'est ni plus ni moins somme de 0 à 1 de f2 de x égale 0, et f est continu. Donc vous avez l'intégrale d'une fonction positive continue qui est nulle. Ben ça veut bien dire que f égale 0, que f de x égale 0, quel que soit x appartenant
à 0, 1. Hein, je répète, car f est continu. Donc, phi est définie, et elle était positive, et définie également. Voilà, remarque concernant cet exemple, souvent dans la littérature, on note, eh bien, f crochet avec g, eh bien, c'est ce produit scalaire, donc somme de 0 à 1, de f de x, g de x, dx. Alors, ça, c'était pour les applications bilinéaires symétriques définies positives d'un espace vectoriel grand E, donc d'un produit scalaire. On va voir la richesse de cet outil que représente le produit scalaire, parce que qui dit produit scalaire dit projection, dit donc géométrie, mais évidemment pas la géométrie dans le plan ou dans l'espace, même si, encore une fois, eh bien, tous les résultats que nous allons voir dans ce chapitre ne seront que l'extension de cette géométrie naturelle, hein, celle dans Rn que vous connaissez tous, c'est-à-dire la géométrie euclidienne qui, une fois de plus, géométrie euclidienne donc dans Rn, donc Rn le prolongement, l'extension de R, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, tout ce que l'on construit dans ces espaces abstraits, des espaces de Banach et dans un instant les espaces de Hilbert, ce n'est rien d'autre que des extensions proposées par un cadre naturel primaire, véritablement plutôt que primaire, primordial, que l'on a étendu par une axiomatique pour les produits scalaires que je viens de vous proposer, et par la suite pour ces espaces de Hilbert. Alors, une fois qu'on a vu la première chose, la définition. Deuxième chose, propriété du produit scalaire. Propriété du produit scalaire. Et il y a une propriété fondamentale que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, vous allez le voir. Alors, il y a deux propriétés. Donc, je vais mettre propriété avec un S. Premièrement, première propriété, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz. Alors, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle vous dit la chose suivante. Eh bien, quel que soit xy appartenant à E2, eh bien, valeur absolue de phi de xy, propriété du produit scalaire, donc phi est un produit scalaire, c'est-à-dire une application bilinéaire symétrique définie positive de E croix E valeur dans R, d'accord, c'est inférieur ou égal à la racine carrée de phi de xx fois la racine carrée de phi de y. Alors, on va voir la démonstration. La démonstration qui, de nouveau, est claire, mais, encore une fois, la comprendre, c'est une chose, la construire, c'est véritablement autre chose. Et c'est ce que je vais essayer de vous proposer, sachant que ce travail qui vous concerne, de trouver les idées pour obtenir un résultat, c'est véritablement le problème. On est bien d'accord. Alors, et encore, là nous sommes dans le cas où nous avons le résultat que l'on souhaite établir. Vous serez un jour dans une situation, pour certains d'entre vous, où vous vous poserez la question, est-ce que ce résultat est juste ? Vous voyez, donc là, on sait, c'est la littérature, on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle est connue dans la littérature, le résultat qu'on nous demande est évidemment éminemment juste. Donc on n'a pas d'état d'âme sur le fait que le résultat est juste. Maintenant, comment l'établir? Ça, c'est la véritable difficulté. Alors, il y a quand même des signes. Premier signe, d'abord, petite remarque. On peut bien prendre la racine carrée de phi de xx et phi de yy, parce que phi étant un produit scalaire, eh bien, il est défini positif, c'est-à-dire que quand les deux arguments sont égaux, on vient de le voir,
phi de xx comme phi de yy, ce sont des quantités positives ou nulles. Donc l'écriture est licite. Alors, on a à établir une inégalité qui fait intervenir phi de xx, phi de yy et phi de xy. Donc il nous faut un mélange entre x et y. Alors un mélange entre x et y qui produit cette inégalité. Regardez le saut. Encore une fois, alors il va falloir faire du reverse engineering. Quel que soit lambda appartenant à R, je veux évaluer phi sur des objets qui fassent intervenir x et y et qui fassent apparaître xx et yy. Alors là, c'est ça la clé. Encore une fois, l'inégalité fait apparaître le couple xx, le couple yy et phi de xy. Donc il me faut une expression qui fasse intervenir x et y, mais qui dans son développement intrinsèque ou avant développement, intrinsèquement, cette quantité à considérer contient et du xy et du phi de xy et du phi de xx et du phi de yy. C'est la raison pour laquelle je vais constituer un phi de x plus lambda y fois x plus lambda y. Alors j'aurais pu faire un phi de x plus y, un x plus y. Alors le fait que j'ai lambda, ça me dit la chose suivante. D'abord, ça me dit que cette quantité-là est positive ou nulle, hein, quel que soit x, y, appartenant à E croix E. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme phi est bilinéaire, c'est là que je vais faire apparaître mes quantités phi de xy, phi de xx et phi de yy. La preuve. Alors, vous voyez qu'il y a un lambda qui va sortir. Donc, quand je vais avoir un lambda 2 fois un phi de yy. Et puis en lambda, je vais avoir un plus. Alors, écrivons-le, soyons bons princes, lambda phi de yx. Et puis il va y avoir l'autre, il va y avoir plus un lambda phi de xy. J'aurais pu le faire d'un coup, ce que je vais dire maintenant, mais bon, soyons bons princes. Plus phi de xx. Il y a 4 termes lorsque vous développez, et ça, c'est positif ou nul, puisqu'on a 2 fois le même argument. Et donc, ça s'écrit ni plus ni moins. Lambda 2 phi de yy plus 2 lambda phi de xy, par exemple, et puis plus phi de xx, et cette quantité-là est positive ou nulle, quel que soit lambda appartenant à R. Et donc, vous voyez ce qui apparaît. Ici, j'ai donc plusieurs choses importantes. J'ai donc un polynôme du second degré en lambda qui est positif ou nul, avec un coefficient ici qui est positif ou nul. Encore une fois, c'est parce que phi est un produit scalaire, donc positif. Donc, ça veut dire que, première remarque, j'ai un trinôme du second degré en lambda qui garde un signe constant, avec un signe du monôme du plus haut degré qui est positif. Donc, du signe du trinôme, qui est positif ou nul pour toute la lambda. Deuxième remarque, elle vaut ce qu'elle vaut. Ici, vous n'avez pas lambda, mais 2 lambda qui apparaît, ce qui me donne la motivation de calculer pas le discriminant, mais le discriminant réduit, B'2 moins AC. Que vaut B'2? Eh bien, B'2, c'est phi de xy au carré, moins AC, moins phi de YY, phi de XX. Et pourquoi je calcule ce discriminant? Parce que le discriminant d'un trinôme de second degré qui gagne un signe constant est négatif ou nul. Sinon, il y aurait des racines, et donc il y aurait des valeurs positives et négatives de ce trinôme avant, après les racines, puisque ça veut bien dire qu'il s'annule, donc il change de signe. Mais il ne change pas de signe, le nôtre. Parce que le nôtre, c'est une quantité qui est positive par hypothèse même de la propriété de positivité du produit scalaire. Et donc là, vous voyez qu'on a terminé. On a donc phi de xy au carré, qui est inférieur ou égal. Alors je vais les
redresser dans l'écriture, phi de x fois phi de y. Ce qui veut dire, attention, finalement, je prends la racine de part et d'autre de l'inégalité, phi de xy au carré la racine, c'est valeur absolue de phi de xy, qui est inférieure exactement à l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est-à-dire racine carrée de phi de xx fois racine carrée de phi de yy. Donc ça, c'est établi comme première propriété du produit scalaire. Encore une fois, la difficulté, et la vraie difficulté, c'est d'avoir l'idée de poser cette quantité-là, de poser ça. Et je pose cette quantité-là, alors, je répète, je dois faire apparaître xy, je dois faire apparaître xx et yy. Donc, comme x et y sont dans un espace vectoriel grand E, on peut imaginer toute combinaison de x et de y. Vous avez raison, en premier tour de piste, il aurait été légitime d'écrire phi de x plus y, la combinaison la plus simple. J'ai l'habitude de vous donner ces pistes naturelles accessibles à tout le monde. Je veux du x et de y. Le plus simple, c'est x plus y. Et puis, je vais faire phi de x plus y, parce que là, j'ai une positivité, donc j'ai une inégalité de prime abord disponible. Je veux une inégalité. Tout ça, c'est de l'observation. Donc, c'est une inégalité, la voilà. J'en ai une. Et je sais que quand j'écris x plus y, et que je vais développer, je vais avoir du phi de xx, du phi de yy, et je vais avoir du phi de xy. Oui, mais that's all, parce que ça ne marchera pas. Hein, vous allez avoir un phi de xx, plus, si je mets lambda égale 1, vous allez avoir un phi de xx, plus un phi de yy, plus 2 fois phi de xy, positif ou nul. Vous n'obtenez pas cette inégalité-là. Donc, il faut aller plus loin et avoir l'idée d'explorer tous les possibles, en quelque sorte, dans l'espace vectoriel. Donc, on a fait x plus y. Vous pourriez dire, bah, simplement aussi, je peux faire phi de x moins y, c'est encore positif ou nul, cette histoire-là. Ça marche. Ça ne marchera pas. À l'arrivée, vous n'aurez pas l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et donc, l'ensemble des possibles de la souplesse suggérée, proposée par l'espace vectoriel grand E, c'est une combinaison linéaire de x et y. Alors vous allez me dire, pourquoi x plus lambda y et pas mu x plus lambda y? Vous avez raison. Eh bien, on enrichit progressivement. Donc, si on n'y était pas arrivé, peut-être il aurait fallu écrire mu x plus lambda y. Pourquoi pas? Mais vous voyez la progression de construction, je répète, la motivation, elle est là. J'ai besoin de phi de xy, j'ai besoin de phi de xx et j'ai besoin de phi de yy. Et donc, c'est une combinaison de x et y. Dans un espace vectoriel, une combinaison, c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire. Donc, x plus y, ou x moins y, ou x plus lambda y. Et s'il avait fallu, un mu x plus lambda y. Mais ça n'a pas été nécessaire. Nous sommes arrivés à cette première propriété des produits scalaires, du produit scalaire. La prochaine fois, nous verrons une deuxième propriété et je vous le promets, cette fois-ci, ça savon, nous aborderons la définition et les premières propriétés des espaces de Hilbert. À très bientôt, protégez-vous.